Des documents secrets qui ont fuité révèlent l'ampleur du dispositif nucléaire russe. On va y revenir. Bonsoir et rebonsoir Xavier Titelman. D'abord la guerre conventionnelle, celle que les Ukrainiens continuent de réussir en frappant jusqu'à l'intérieur de la Russie. Des centaines de drones ukrainiens ont pénétré en Russie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des dizaines ciblées Moscou ont de nouveau perturbé des vols à destination en provenance de la capitale. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient abattu 286 drones ukrainiens dans 12 régions. On voit que les Ukrainiens prennent des coups, mais ils arrivent visiblement à en donner. Et là aussi, la défense russe n'arrive pas à tout arrêter. Dans le domaine de la guerre aérienne à longue portée, avec ces missiles low cost dans un sens et dans l'autre, très clairement, c'est la souffrance pour les deux camps parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre. La grosse différence, c'est que les Russes font souffrir la population, visent les civils pour que les Ukrainiens retirent leur défense du front, alors que les Ukrainiens, eux, ils ciblent réellement des infrastructures militaires, des dépôts de carburant, des dépôts de munitions, des usines et des bases militaires elles-mêmes, qui, malgré toute la défense russe, qui était très réputé avant la guerre, on voit que ça continue à passer. En sortant de ce plateau, le général Richoux vous a lancé, tu ne diras pas de mal des blindés, parce que vous êtes parfois insolent avec l'armée ancienne manière, qui était une armée davantage de blindés, mais on voit en voyant ça que oui, l'armée est en train de changer. Mais l'évolution qu'on voit, qui est structurelle au niveau de l'Ukraine, qui arrive à avoir des résultats phénoménaux à low cost, avec des systèmes qui sont basse intensité, basse couche, qui ne coûtent pas cher. Un missile de croisière français, ça va être 500 000 €. Là, on parle de 10, 15, 20 fois moins cher pour obtenir des effets militaires. Par contre, effectivement, s'il fallait taper sur un dépôt de carburant qui est en profondeur, où il faut traverser 6 mètres de béton, là, il faut des systèmes comme on les fournit. Le problème, c'est que nous, on n'a que les systèmes de très haute qualité et on n'a pas la masse du low cost tel qu'ils peuvent l'avoir et grâce à laquelle ils arrivent à faire des coups. On voit vraiment pour la première fois que le monde entier apprend à faire la guerre différemment. Cette guerre-là est en train de changer la donne. On a renversé effectivement la table, mais si les Ukrainiens avaient fait la guerre d'une manière normale, ils se seraient effondrés. La disproportion de force, et notamment matériel militaire, ils avaient plus de soldats, mais moins de matériel, était à leur désavantage. S'ils avaient accepté de faire une guerre normale, ils l'auraient perdu. Ils ont gagné la bataille de la mer Noire sans avoir eux-mêmes de bateaux. Ils arrivent à arrêter les Russes jour après jour, malgré une armée qui est plus importante que la leur, simplement parce qu'ils sont en défense et qu'ils utilisent ces drones. Ils ont toujours la domination dans les drones. C'est réellement ça, la clé depuis le début. Toucher certains talons d'Achille. Parmi les cibles figurait l'usine de construction de machines Doubna, impliqué dans la production de technologies d'aviation, de missiles et de drones. Oui, alors, on a eu des dépôts de carburant, on a eu les usines chimiques qui produisaient du carburant également pour certains missiles, on a eu les usines de fibre optique, on a eu les usines qui produisaient des drones Shahed, et là, on a des systèmes d'optique qui ont explosé la semaine dernière. Donc, finalement, le panel, et à chaque fois, c'est ça qui est important, on est sur des sites qui sont bien choisis, qui sont structurants, qui sont stratégiques. On n'est pas... Alors, évidemment, il y a aussi le côté appuyé sur l'économie russe en tapant sur des dépôts de carburant. Et ça, finalement, ça fait un écosystème. On appuie sur l'économie russe et on appuie sur l'aspect militaire. C'est-à-dire qu'on va réduire la capacité offensive de l'armée russe, qui serait encore beaucoup plus forte si jamais il n'y avait pas ces frappes dans la profondeur. Et on appauvrit la Russie en évitant qu'elle puisse exporter son carburant et son énergie. Chacun découvre sa vulnérabilité. Est-ce qu'il est vrai que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, tout aussi bien que la Russie ou l'Ukraine, n'arriveraient pas à arrêter des vagues de drones ? C'est une certitude et aujourd'hui l'Ukraine est beaucoup plus capable que nous de se défendre. Intercepter des centaines de drones kamikazes chaque jour, même si c'est simplement des Shahed, ils le font majoritairement parce qu'ils ont des grosses mitrailleuses qui tirent vers le ciel. J'ai passé des nuits avec eux, on en a zéro, on n'en a pas. Et c'est pas avec nos missiles Aster 10 et Aster 30 qui sont efficaces à 100%, mais qu'on met 5 ans à produire. C'est 5 ans, le temps de début de production et l'assemblage, qu'on peut réussir à intercepter 3000 drones par mois. C'est un tableau fascinant et un peu inquiétant, il faut le dire, parce qu'on découvre qu'une guerre conventionnelle, on n'est pas du tout ni dans le nucléaire, mais enfin, c'est la guerre, est possible en Europe. Elle est possible. Europe de l'Ouest. On la craint. Et les signes avant-coureurs d'une orientation, une réorientation de l'armée russe vers nous, les installations aux frontières de la Finlande, les viols répétés des frontières de l'OTAN, le fait de tirer sur des hélicoptères en mer Noire, le fait de violer notre espace aérien sans qu'on réagisse au demeurant. Et tout est rebattu. Qui est faible, qui est fort ? Parce que dans ma génération, il y avait quand même des idées. On se disait, voilà, les Américains et les Russes, la Russie soviétique, c'est super puissant. Ensuite, ça descend, etc. Non, là, on voit que tout est possible. En fait, c'est pas le faible et le fort, c'est le fou face au fort. L'OTAN est infiniment plus forte. Si on se laisse 3 mois, qu'on s'organise, qu'on se met face à face dans un champ et qu'on se prépare, on gagne. Si la Russie fait un coup de force et qu'en 2 semaines, elle les décide parce qu'elle a accumulé des centaines de milliers d'hommes sur la frontière, c'est des baraquements. On ne pourra pas maintenir une force équivalente à la Russie dans les pays baltes. Et si en 2 semaines, elle attaque
une fois qu'elle aura reconstitué ses forces après 2 ou 3 ans de cessez-le-feu avec l'Ukraine, nous, on n'a pas le temps de venir en renfort. Et donc reconquérir des territoires qui auraient été éventuellement pris, notamment sur la Lituanie, pour isoler les 2 pays baltes du Nord, c'est ça qui nous fait peur et c'est ça qui fait peur aux états-majors. Est-ce qu'ici, on a sous-estimé l'intelligence tactique des Russes, c'est-à-dire cette stratégie du faible, mais qui sait qu'il va pouvoir provoquer le fort parce que le fort n'osera pas frapper, parce qu'il y a le parapluie nucléaire, ça marche, en partie. Je pense que c'est une erreur de notre part d'avoir reculé sans cesse. Comme les Turcs avaient eu raison d'abattre un avion russe qui avait violé leur espace aérien, ils n'ont plus été embêtés par la suite. Si on l'avait fait dès le début, en 2014, quand ils ont commencé à violer nos espaces, je pense que de la même manière, on serait plus tranquille aujourd'hui. Mais vous évitez un peu la question. Oui, bien sûr, en étant un peu plus courageux, on serait là, oui. Mais la Crimée n'est toujours pas libérée 11 ans après. C'est bien que l'OTAN, qui est la plus puissante alliance de tous les temps, n'ose pas affronter la Russie. On a donné nos surplus et quelques échantillons de notre bon matériel, et c'est grâce à ça que l'Ukraine a réussi à tenir. Mais effectivement, on a fait un choix politique, et les Américains en particulier, parce que nous, je pense vraiment qu'on a donné le maximum de ce qu'on pouvait. Il y a eu un choix politique américain de ne pas laisser l'Ukraine gagner. Quand ils ont empêché les Ukrainiens de taper sur les Russes qui évacuaient Kherson, c'est un choix américain qui a été officialisé en octobre dernier. Donc on n'a aussi pas donné le matériel nécessaire aux Ukrainiens pour gagner quand ils avaient les grandes contre-offensives, par peur d'un effondrement russe, par peur d'utilisation de l'arme nucléaire. Toutes leurs lignes rouges qu'ils ont énoncées depuis le début et qui finalement étaient bidons. On ne vous avez pas le droit de donner d'artillerie, c'est fait. Vous n'avez pas le droit de donner d'équipements de mêlée comme les chars, pas d'avions de chasse, pas de missiles longue portée, pas de tir sur notre propre territoire russe. Tout ça, c'est du passé. Jusqu'où peut aller ce calcul? Si demain ils tentent une opération dans les pays baltes, est-ce qu'on peut imaginer, c'est leur calcul toujours, des gens comme Gerasimov, qui peut-être sont des militaires vieille manière, mais qui ont théorisé ça. Peut-être que l'Occident n'osera pas engager trop loin les armées parce qu'on ne veut pas tomber dans le nucléaire. Aujourd'hui, il n'y a aucune chance que la Russie puisse avoir la masse de manœuvre pour nous attaquer. Mais s'il y a effectivement une pause opérationnelle de 1 an ou 2 en Ukraine et qu'ils continuent à recruter et à produire du matériel au rythme qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont 5-6 000 blindés, 1 million d'hommes, 25 000 missiles de croisière, et ça, c'est suffisant effectivement. Je crois en aucun cas que les pays d'Europe ne réagiraient pas s'il y avait un assaut russe. Simplement, nous, on met 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant d'arriver sur place. Surtout si, tel que ça a été révélé dans les fuites, les Russes ont bombardé nos aéroports, nos trains pour nous empêcher de les pardon, réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire mener une guerre conventionnelle avec des contingents contre des contingents, ou ça veut dire frapper de manière beaucoup plus audacieuse à l'intérieur de la Russie? Si la Russie attaque l'Europe, et donc attaque l'OTAN, nécessairement il y aura des frappes dans la profondeur russe, et pas limitées à 300 km comme c'est les Ukrainiens qui le font. On tapera beaucoup plus dans la profondeur. Ceux qui montrent leur volonté en ce sens-là sont les Allemands. Il y a un changement complet des Allemands, comme si tout à coup ils se sentaient eux-mêmes menacés. Ils le sont de différentes manières, sous le niveau de la létalité et sous le niveau de la guerre aujourd'hui, mais ils savent très bien qu'ils sont dans les pays qui devront se défendre. C'est pour ça que les Allemands placent des hommes directement sur le territoire des pays baltes pour être le plus proche possible des Russes, pour être capable de les freiner le plus rapidement possible. Il y a comme un affolement allemand. Moi, ça me frappe. Il y avait cette attitude allemande un peu, d'abord, ils ont des traits philo-russes, ils se sont gavés de gaz russe, et là, tout à coup, ils se disent, les Américains ne nous protègent plus autant qu'avant, peut-être que nous allons devoir retrouver notre fibre militaire. C'est dommage qu'ils n'aient pas écouté la France depuis un demi-siècle qui leur disait ce serait bien d'être puissant aussi de votre côté au cas où les intérêts américains et les Européens ne seraient plus alignés. Donc oui, les Allemands le font, mais encore une fois, s'il y avait un front qui s'ouvrait du côté OTAN, du côté Europe, il faut comprendre que ce qu'on a donné à l'Ukraine, c'est 15, 20, 30% de nos stocks dans certains domaines. C'est-à-dire que si jamais il y a des missiles Scalp qui devaient être utilisés, on en a 3, 4, 5 fois plus que ce qu'on a donné à l'Ukraine. Donc la masse serait évidemment encore plus en faveur de nous que des Russes dans le cas actuel. Les Russes sont extraordinairement sensibles à ça. Des armes allemandes, notamment, qui pourraient frapper à l'intérieur de la Russie. Écoutez Lavrov, leur ministre des Affaires étrangères, qui visiblement trouve ça très, irritant. L'implication directe dans la guerre par l'Allemagne est un fait. L'Allemagne est en train de refaire les mêmes erreurs qu'elle a déjà faites plusieurs fois au cours du dernier siècle et qui l'ont menée vers son effondrement. J'espère que les hommes politiques responsables de ce pays en tireront les bonnes conclusions. Il faut arrêter la folie. Xavier Titelman, il faut arrêter la folie. Ils savent que là, c'est un point très sensible. Mais ils veulent arrêter la folie. Pourquoi est-ce que les Allemands fournissent de nouveaux systèmes ? Parce que les Russes n'ont pas accepté la mise en place de cessez-le-feu qu'a accepté au mois de mars Zelensky. Et donc tant que la Russie continuera à monter en tension, il y a une forme de rééquilibrage. C'est jamais une montée ou une provocation ou une agression de la part des Allemands et des alliés de l'Ukraine. C'est simplement, on suit avec beaucoup de retard les catastrophes et les agressions et les assauts et les morts que provoque la Russie. Ils veulent la paix ? Très bien. Les Russes peuvent l'obtenir ce soir, cette paix. Mais tant qu'eux continueront à faire pire, nous, évidemment, on fournira toujours plus de matériel aux Ukrainiens. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'ont pas
pas si peur que ça, apparemment. S'ils avaient vraiment peur, ils saisiraient la main du cessez-le-feu. S'ils n'avaient pas peur, ils n'en parleraient pas non plus. Mais je pense qu'ils sont aussi avec un chef qui a une forme de fuite en avant, que si aujourd'hui Poutine décide d'arrêter, son gouvernement va tenir, l'économie ne va plus tenir. Donc il y a une forme de... Ils n'ont pas réellement le choix que de continuer cette guerre aujourd'hui. Et puis, s'ils arrêtent la guerre sans avoir pris les 4 oblasts qu'ils ont officiellement annoncés, ce sera considéré comme un semi-échec. J'insiste, le facteur peur de la guerre. Poutine est quelqu'un qui a mené des guerres très brutales, très cruelles, très sanglantes. Depuis la Tchétchénie, ça fait 25 ans. Oui. Et on a l'impression que c'est une constante chez lui de ne pas avoir peur de la guerre. Mais il n'a pas peur parce qu'il ne l'a pas vu réellement. Les présidents américains qui avaient été vraiment dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qui avaient vu le sang, qui avaient vu la boue, qui avaient été au contact et qui avaient vu les obus, tous ceux qui ont vécu ça et qui l'ont entendu de vrais témoins, ils n'ont pas envie de la guerre. Poutine, aujourd'hui, il considère simplement qu'il a éteint son territoire. Il pense qu'il va laisser une trace dans l'histoire qui sera positive. Évidemment, elle sera négative du point de vue partout. Mais lui, il est toujours dans sa perspective d'aller toujours plus loin. La masse de soldats qui est organisée par les Russes aux portes de l'Europe. On le découvrait hier soir déjà, d'autres informations, précisions nous arrivent aujourd'hui. C'est 125 000 hommes qui sont massés aux portes de l'Europe, des attaques qui seraient possiblement menées, y compris contre Kharkiv, la grande ville à l'est de l'Ukraine. Il y a 1 million d'habitants. L'année dernière, les Russes avaient fait exactement la même chose. Moi, je suis convaincu que les Russes vont tenter une dernière fois de faire une grande offensive en espérant avoir plus de succès que l'an dernier, quand en avril-mai 2024, ils ont tenté de prendre Kharkiv et les Ukrainiens ont réussi à les bloquer. Alors qu'à l'époque, les Ukrainiens avaient moins d'artillerie, moins d'obus et qu'ils n'étaient pas capables de brouiller les bombes planantes. Donc aujourd'hui, si les Russes ont une masse de manœuvre avec 50, 60 000 hommes, c'est pas quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Et donc, si réellement il y a une accumulation d'autant d'hommes sur le terrain, les Ukrainiens, de leur côté, ils ont aussi une réserve stratégique. Ils ont aussi miné. Donc, toute la préparation qui a eu lieu, je pense que cette offensive sera un échec. En tout cas, je le souhaite, mais je pense réellement que les Ukrainiens sont mieux préparés que l'année dernière, même si les Russes avaient plus de matériel. Ce sera un échec, et c'est seulement à la suite de ce futur échec que les Russes commenceraient à réellement considérer un cessez-le-feu. Tout ça se passe sous le parapluie nucléaire russe pour les Russes. Ce sont les révélations dont on a parlé tout à l'heure du Spiegel. Il faut s'y arrêter vraiment parce que pendant des mois, les enquêteurs ont épluché des millions de documents sur les achats militaires russes pour mettre la main sur des plans secrets d'installation nucléaire. Alors, il y en a un peu partout dans le pays. La Russie procède à la modernisation de son infrastructure de missiles, notamment près de la frontière du Kazakhstan, selon ces documents classifiés. Les images satellites analysées par le groupe d'enquête danois Danwatch et par le gros journal allemand donc Der Spiegel. On va voir quelques-unes. Alors, il y en a des centaines, même des milliers, mais quelques-unes de ces images satellites. Expliquez-nous, ce que dit le Spiegel, c'est qu'on y voit même les capteurs sismiques, les circuits électriques, les réseaux de caméras, les portes résistantes aux explosions. C'est-à-dire qu'on sait exactement quelles sont les forces et faiblesses du système de défense, qui veut dire les capteurs pour voir arriver des missiles, les systèmes de protection, même les ventilations, même les posters qu'on a sur les murs, même les équipements sportifs qui ont été achetés, on sait tout de A à Z. Quelle est l'évacuation des toilettes? On sait tout. Donc en fait, si on voulait mettre à mal leur système de détection, on sait exactement où sont les radars maintenant pour les empêcher de fonctionner. Donc globalement, je pense que c'est la pire fuite de documents classifiés de l'histoire militaire mondiale. Tous les journalistes, toute la population, a le même niveau de connaissance que peut-être les agents de la CIA jusque-là. Comment expliquer l'importance des silos? Moi, j'avais cru comprendre que maintenant les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et on va parler de Rafale avec un pilote de Rafale qui va nous rejoindre dans quelques instants, portaient l'arme bien plus que les silos classiques. On voit qu'ils continuent beaucoup à parier sur les silos. En volume. Alors, les sous-marins nucléaires coûtent très très cher à mettre en œuvre. Donc, en fait, ils en ont à peine une dizaine, un peu plus, 13-14 peut-être de mémoire. Et donc, chacun de ces sous-marin peut porter une dizaine, quinzaine, 16 missiles nucléaires. Et donc finalement, c'est vrai qu'à la mer, il y en a très très peu. La Russie dit qu'elle a à peu près 5000 missiles nucléaires, 5000 têtes nucléaires, un peu plus de 1500 qui sont déployés. Et donc oui, l'immense majorité, c'est plutôt du sol-sol. Alors ça peut être effectivement depuis des silos, tirés depuis des sortes de gros véhicules, comme pour le Topol, tirés depuis des systèmes qui vont se déplacer sur des rails. Mais globalement, l'immense majorité de leur capacité nucléaire, c'est ça. Et c'est après les missiles qui vont être lancés depuis des bombardiers stratégiques. Si on s'arrête un instant sur les images satellites, vous avez l'œil évidemment beaucoup plus exercé que nous. Qu'est-ce qu'on peut distinguer sur des images satellites de ce genre? Alors, on va les afficher.
Ce qu'on voit globalement, c'est l'évolution du terrain sur lequel on a de nouvelles constructions. Ça veut dire des extensions. Ça veut dire qu'ils sont plus simplement en train de rénover leurs équipements traditionnels. C'est que potentiellement, ils remplacent une base avec 1 ou 2 silos pour en mettre 4 à la place. Donc regardons là, parce qu'on voit très bien évidemment l'évolution entre... Alors, regarde, je ne sais pas si on peut l'afficher en grand, parce que pour Xavier Titelman, il doit regarder, il doit se tordre le cou pour le voir. Alors, on peut peut-être l'afficher là dans le grand mur, mais en tout cas, voilà, on passe de 2009 à 2024. Globalement, on voit une grosse extension du site. C'est là. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement plus de stockage qui est possible, plus de missiles, si on parle par exemple d'une base aérienne, plus de logistique pour pouvoir remettre en œuvre rapidement. On a tiré, on prépare déjà la salve suivante, plus de monde qui vont être capables de se cacher en dessous. Peut-être que c'est des centres de recherche. Alors là, en l'occurrence, il y a tellement de photos qui ont été diffusées qu'on ne sait pas exactement à laquelle ça peut correspondre. Mais on voit des investissements dans le nucléaire qui ont été facilement confirmés à partir de 2018, quand Poutine avait fait ce grand discours avec les nouvelles armes stratégiques, etc. Et les futures armes, comme le Sarmat, dont on a parlé plusieurs fois, dont le développement est quand même difficile, avec des échecs, avec des tirs manqués, avec des explosions sur le pas de tir. Mais dans tous les cas, eux, ils mettent les moyens pour déjà renouveler leur parc nucléaire, parce que ces missiles étaient en train d'arriver en fin de vie. Il y a une forme d'hystérie nucléaire. Ces bases ont été reconstruites de toutes pièces, des centaines de nouvelles casernes, tours de guet, centres de contrôle, entrepôts, des kilomètres de tunnels souterrains. Il faut rappeler que la Russie est le plus grand pays de la Terre. Même, je crois qu'ils ont perdu 25% après la chute de l'Union soviétique, mais c'est encore le plus grand pays de la Terre. Ils avaient de la marge. Et ils avaient de la marge, comme vous dites. Et partout, ils truffent leur pays de nucléaire. Mais alors, c'est très bien qu'ils fassent des investissements et qu'ils gaspillent leur argent sur quelque chose qui n'est pas utile dans leur guerre en Ukraine, et tant mieux s'ils continuent. Mais ce qui est maintenant dramatique pour eux, c'est qu'ils doivent repartir de zéro. On sait où sont chacun de ces tunnels. On connaît la position GPS, on peut les détruire. Enfin, on peut. S'il y avait une guerre réelle, ils n'ont plus rien de secret. Ni leurs avions, ni leurs bases secrètes, ni leurs bases lanceurs d'engins. Alors oui, effectivement, mais les Américains ont certainement... Ce n'est pas négligeable, soyons honnêtes. Bien sûr, mais tous ces investissements, tous les efforts, tous les dizaines de milliards de dollars qu'ils ont investis aujourd'hui, on peut considérer que, n'étant plus secrets, ils sont visables, enfin, targetables, je ne sais plus comment dire, le ciblé relativement plus facilement que ce qu'on pouvait avoir par le passé, et donc ils doivent quasiment repartir de zéro. Le chancelier Kohl disait l'Union soviétique, c'est la haute volta, un pays africain pauvre, muni de missiles. On dit aussi c'était une station-service avec des missiles. Il y a quelque chose de là, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés économiques considérables, mais ils investissent massivement sur l'arme nucléaire. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, leur armée conventionnelle ne fait plus peur. On l'avait surévaluée. On avait surévalué leurs missiles, leurs avions, leurs hélicoptères, et elle s'est effondrée en Ukraine, n'a pas été capable de conquérir ne serait-ce que le Donbass au bout de 3 ans de conflit de haute intensité. Et à côté de ça, pour continuer à nous faire peur, effectivement, ils veulent avoir une capacité de dissuasion. Je ne me frotterai pas à la dissuasion russe. Même s'il y en a la moitié qui ne marche pas, ça fait toujours 500 missiles qui sont capables de toucher l'Europe. Donc globalement, s'ils abandonnent ou s'ils arrêtent d'investir, ils disparaissent de la cour des grands et deviennent une armée qui sera plus petite que celle de la Chine, et ils se veulent encore aujourd'hui être la deuxième armée du monde, même si sur le terrain, effectivement, elle ne le serait certainement plus. Vous êtes un très bon connaisseur de ces choses. Ce qui frappe, c'est qu'il y a toujours une marge d'incertitude. Le YARS, ça fait quelques jours maintenant qu'on a des informations sur ces missiles YARS. Ça paraît très primitif quand on voit ces images, ces gros camions qui roulent dans la forêt. On se dit que logiquement, le renseignement américain doit être au courant. Et tous les spécialistes nous disent non. Peut-être qu'on peut tirer des YARS et la France ne serait pas prête à les intercepter. Alors, le problème du YARS, c'est justement que c'est une évolution d'un système précédent, parce que c'est au bout de 40 ans d'avoir ces camions qui traînent dans la neige. Oui, il faut déjà les remplacer. Pas forcément pour monter en capacité, pas forcément pour monter en volume, mais simplement un missile que ça fait 30 ans qu'il y a le carburant qui est à l'intérieur, il faut le changer. Et donc le YARS, qui est la future génération, mais qui avait été en partie conçu aussi avec les Ukrainiens, a priori les différents essais qui ont été réalisés sont des échecs. Et donc, oui, aujourd'hui, quelque chose qui est fixe, qui est facile, qu'on connaît, qui est bien installé, surtout avec ces fuites, on sait où frapper pour l'empêcher. On sait, mais les généraux nous disent certains de ces missiles pourraient toucher l'Europe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bien sûr, mais alors si les Russes envoient leurs bombes nucléaires sur l'Europe, tout le monde est mort. Et les Russes aussi sont morts d'ailleurs, parce que dans l'autre sens, on les rasera de la même manière. Mais les YARS sont capables justement d'assurer une certitude que c'est des installations qui sont mobiles. Et donc, logiquement, c'est fait pour être dispersé sur le territoire. Et il faut des photos satellites. C'est pas possible de les suivre en temps réel partout sur le territoire, parce qu'ils en ont réellement des dizaines et des dizaines. On va écouter Trump, parce que Trump
est au cœur évidemment de ce rapport de force à la fois psychologique, politique, et on lui pose la question ce soir, c'est une déclaration de la soirée, sur les sanctions, parce qu'il s'agit maintenant, face à cette Russie tellement agressive, de prendre des sanctions, et on va voir que Trump n'y est pas prêt du tout pour l'instant. Qu'est-ce qui vous a empêché d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie ? Seulement le fait que si je pense être proche d'un accord, je ne veux pas le gâcher. Laissez-moi vous dire que je suis beaucoup plus dur que les gens dont vous parlez. Il faut savoir quand les imposer pour éviter qu'elles nuisent à un accord. Ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden, de Zelensky et de Poutine. Ce n'est pas la guerre de Trump. Je ne suis là que pour une chose, voir si je peux y mettre fin pour sauver 5000 vies par semaine. Et beaucoup d'argent, l'argent étant beaucoup moins important. David Tittelman, pas de sanctions, mais militairement, il continue à s'investir en Europe. C'est très frappant. Oui, alors il y a des petits redéploiements qui sont plus anecdotiques et plus pour de l'affichage. Quand même, il ne se retire pas. Non, il ne se retire pas. C'est déjà quelque chose qui est positif, y compris dans le domaine de soutien militaire à l'Ukraine, voire même il accepte des choses qu'il n'acceptait pas par le passé. Le transfert de nouveaux équipements pour les avions de chasse F-16, le transfert de systèmes de défense aérienne Patriot qui ont été pris à Israël et qui vont être envoyés. Est-ce que là, il faut lui concéder qu'effectivement, sur l'essentiel, il sait qu'il faut négocier avec un bâton dans la main ? Ça ne sert à rien d'être gentil. Oui, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il avait promis. Pour l'instant, il est sur une forme de stabilité. Alors que les Russes ont plutôt tendance à monter. Donc si nous on est stable et que les Russes montent, logiquement il y a un moment, il y a un déséquilibre qui se fait en défaveur des Ukrainiens. Donc finalement, cette simple stabilité n'est pas suffisante pour maintenir un équilibre entre la Russie et l'Ukraine. Et ça malheureusement, je pense que c'est pas suffisant. Donc il y a un moment, oui, avoir un bâton dans la main, c'est bien, mais il y a un moment, il faut aussi montrer qu'on est capable de passer à l'acte. Et il le disait, j'obtiendrai un cessez-le-feu, j'obtiendrai la paix par la force. Aujourd'hui, on attend. Il y a pourtant des efforts militaires américains considérables, y compris dans les exercices actuels. Regardez ces exercices en Albanie. Cette fois, c'est les troupes d'infanterie. C'est votre ami, le général Richouk, qui est content. Vous pourrez lui dire que vous avez dit du bien des blindés. Parce que, visiblement, l'OTAN continue à croire quand même à l'importance des blindés. En l'occurrence, il y a des militaires américains. Alors, il y a beaucoup de nations, mais il y a beaucoup de militaires américains. Des milliers d'Américains. Donc, continue à s'investir en Europe. Il y a des exercices qui sont indispensables et qui continuent à faire. Les Américains, comme tous les pays d'Europe, font des exercices bilatéraux ou multilatéraux. On s'est développé en Suède, en Finlande. Maintenant, ces Américains qui vont en Albanie, là, on est sur des simples véhicules blindés de base, c'est des Humvee avec le canon sur le toit. Donc on est sur des systèmes relativement simples, mais il faut qu'ils fassent aussi des exercices avec ces pays pour les faire monter en puissance. L'OTAN, d'une manière générale, doit avoir un niveau d'exigence en termes de qualité des matériels, mais aussi en termes d'entraînement. Et donc il y a un niveau, une répétition des entraînements pour aligner ces nouveaux pays de l'OTAN pour les standards qui sont les nôtres. Le risque de la non-intervention, il y a eu dans l'histoire de l'Europe des scènes tout à fait terrifiantes. Ceux qui sont en âge sans souvenir se rappellent en 1968, les chars russes soviétiques pénètrent à Prague et les Européens ne font rien parce qu'ils considèrent que c'est du mauvais côté du mur. Voilà. Ce réflexe-là, est-ce qu'il est vraiment fini ? Alors, les pays avec lesquels on a des accords de défense, il n'y a aucun doute. Tous les pays de l'OTAN aujourd'hui, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, les pays qui sont en première ligne, s'ils étaient attaqués, agressés par la Russie, par la Biélorussie, je n'ai aucun doute sur le fait que nous réagirons, y compris les Américains, contrairement à ce qu'on pouvait craindre par le passé. Mais la Géorgie, la Moldavie, justement, tous ceux qui sont de l'autre côté... C'était une erreur de notre part de ne pas les accepter dans l'OTAN en 2008, parce qu'on a dit on va laisser des gages de confiance à Poutine, on ne va pas accepter ces pays parce que sinon il va nous en vouloir. Résultat, ça nous a coûté 3 guerres. Alors là, on voit que vous êtes un vrai combattant, parce qu'à l'heure où certains disent qu'il faut arrêter l'extension, vous dites au contraire, il faut accélérer l'extension de l'OTAN. Personne, aucun accord n'interdit des pays de rejoindre l'OTAN pour leur défense et pour notre défense commune. Si l'Ukraine avait été dans l'OTAN à partir de 2008, évidemment, la Russie n'aurait jamais attaqué, on aurait évité des milliers de morts. Comment expliquer la suractivité de l'OTAN dans la Baltique? Ils occupent, de fait c'est devenu un lac otanien, comme dit maintenant la nouvelle formule. La marine russe a commencé des exercices à grande échelle dans la mer Baltique. Les manœuvres impliquent aussi les forces aérospatiales. Là aussi, il y a beaucoup de nationalités, 20 navires, 25 avions hélicoptères, 3000 soldats. C'est pas des chiffres qui sont gigantesques. Je pense que l'armée de la Finlande et de la Suède, à elles seules, ont une marine qui est plus ou moins équivalente. Mais c'est normal que les Russes font des entraînements chez eux. Ça pose pas de problème. Que les Russes fassent des entraînements qui préparent
un éventuel conflit, qui vérifient la bonne application de règles dans leurs propres eaux territoriales, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est quand ils font des fausses manœuvres et qu'ils accumulent des centaines de milliers d'hommes en prétendant que c'est des exercices, pour ensuite lancer des invasions telles qu'ils l'ont fait avec l'Ukraine à l'époque. Donc là, s'ils font l'exercice, il n'y a pas de problème. S'ils en viennent à tirer sur des hélicoptères de l'Allemagne, par exemple, qui passeraient dans la zone comme ils l'ont déjà fait, s'ils éclairent, s'ils accrochent radar des avions français tels qu'ils l'ont fait dans la zone, s'ils tirent sur des avions britanniques tels qu'ils l'ont déjà fait en mer Noire, là c'est autre chose. Faire des exercices, que la Russie montre les muscles, il n'y a pas de problème. Si on veut montrer les muscles, on a une capacité encore largement supérieure à eux. Les risques de provocation russe dans cette région, quels sont-ils exactement quand on voit la carte ? C'est très simple, c'est le viol de nos espaces aériens. Ça s'est passé quand même il y a 2 semaines. C'est le fait de détruire nos infrastructures vitales avec les fameux câbles qu'ils ont détruits un certain nombre de fois. C'est le fait d'empêcher la bonne pratique, par exemple en empêchant des bateaux estoniens de contrôler des navires qu'ils ont le droit de contrôler dans la zone. Donc on n'est jamais au niveau de la létalité, mais il y a toujours des choses qui sont illégales ou à la limite. Et typiquement, je pense qu'encore une fois, notre faiblesse et notre fragilité, le fait qu'on ne se permette pas d'intercepter des avions qui violent notre espace aérien, de détruire des missiles qui volent dans nos espaces aériens, quand on a des Orlandis, des drones d'observation russes qui vont en Allemagne pour survoler des sites nucléaires, des sites industriels, et on les regarde, on fait rien. Ça, c'est de la faiblesse. Et comme les Russes voient qu'on ne fait rien, évidemment, ils vont continuer. Le risque du dérapage, quel est-il ? Si les Russes arrêtaient d'aller plus loin, effectivement, ils ne risquent pas d'avoir de dérapage. Mais le jour où on se défendra légitimement parce qu'ils violent nos espaces aériens, ce ne sera pas un dérapage. Ce sera une juste réponse à des viols répétés de notre souveraineté. Et moi, je souhaite justement qu'on mette qu'on dise très clairement stop. Quand un hélicoptère allemand qui survole la mer Baltique se fait tirer dessus, des coups de semonce, c'est pas normal. Et on devrait être capable de répondre. Est-ce que cet avion de chasse russe qui a violé l'espace estonien, est-ce qu'il a été accroché à radar ? J'en ai pas entendu la moindre réponse. Les Russes s'en seraient plaints, mais ça aurait été légitime également. Xavier Titelman, vous êtes passionné et grand connaisseur des choses de l'aviation. Dans quelques instants sur ce plateau, on va entendre le lieutenant-colonel Lindsay, qui est pilote de Rafale, puisque le Rafale, dans ce dispositif sur le flanc est de l'OTAN, le Rafale occupe un rôle si important. L'avion français, celui qui, aimerait-on penser, pourra partout prendre la relève du F-35. Oui, c'est ce qu'on souhaite dans beaucoup. Et d'ailleurs, il a encore gagné un excellent contrat en Indonésie qui prouve encore une fois sa capacité, parce qu'il donne confiance aussi de par ses capacités. Donc oui, le Rafale, partout où il est déployé, il est apprécié parce que c'est le meilleur avion de domination aérienne européen. Et quand il arrive dans les pays baltes, quand il arrive en Pologne, quand il arrive en Roumanie, c'est de la réassurance pour ces pays. Et encore une fois, c'est une question de volonté politique. On pourrait tout à fait se permettre aussi d'assurer une sécurité. Intercepter les missiles russes qui sont tirés sur des villes qui sont à l'ouest de l'Ukraine, par exemple. On n'est pas en confrontation avec les Russes, on protège des civils quand on le fait. Ça, c'est un choix. Le Rafale, il a énormément de potentiel, mais en tout cas, en défense aérienne, militairement, technologiquement, on pourrait sauver des vies aujourd'hui si on le décidait. Je rappelle souvent, alors vous êtes un souverainiste français un peu anti-américain. Je pense qu'on a besoin de personne, ni des Américains ni des Russes. Voilà, chacun ses travers ou ses qualités, chacun jugera. Là, le fait que le F-35 reste dominant en Europe, même des pays qui ont été humiliés par les Américains continuent de leur lécher les pieds, de leur acheter des F-35. Pour vous, évidemment, c'est un déchirement. Le F-35 est, en dehors de tout ce qu'on peut dire des Américains, c'est devenu la colonne vertébrale des armées de l'air européennes et malheureusement ça nous donne une sacrée scoliose parce que c'est un avion qui n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau de ce qu'on attendait et il coûte 2 fois plus cher que ce qui était prévu. Pourquoi l'achète-t-il alors ? On l'achète parce qu'il y a des pressions américaines, parce que certains pays ont cru que ça leur offrait une couverture, une protection qu'aujourd'hui ils n'ont plus et certains autres pays n'ont simplement pas le choix parce que soit ils ont une marine et ils doivent faire décoller leurs avions et c'est le F-35 qui est le seul bateau qui peut le faire. Pour les Italiens, pour les Anglais, et d'autres pays comme la Belgique, les Pays-Bas, c'est le seul avion qui peut porter l'arme nucléaire américaine. Si la France proposait son arme nucléaire à la place de l'arme américaine, peut-être que ce pays aurait le choix et peut-être qu'ils auraient acheté des Rafales.